Amilcar de Trauqueseg, épisode 2, Inventions et amis. Nous sommes à Trauqueseg où Archibald Barca a conduit, dans son Amilcar C6, l'auteur pour lui présenter l'univers dans lequel ce savant de renommée mondiale a grandi. Le premier épisode a permis de faire connaissance avec Amilcar et Ombel, ses parents. Ils apparaissent passablement hors du commun dans un monde ordinaire. Le deuxième épisode commence alors que Archibald allait illustrer l'esprit des lois selon Amilcar. Le silence, un instant interrompu par le passage d'un véhicule, étant revenu, Archibald reprend. Dans ce cadre, ils étaient souvent en avance sur le législateur. Vous vous souvenez sans doute du combat contre la fatalité de la place du mort, des titres répétés de la presse, de la pression exercée sur les constructeurs automobiles, des lois toujours plus contraignantes sur la vitesse, les ceintures, la visibilité, l'aptitude à conduire, le permis à points, etc. Toutes ont certes contribué à réduire la mortalité avant droite en faisant couper au passage tous les platanes des bords de route. Mais aucune n'a suffi jusqu'au moment où, à la suite d'un scandale agroalimentaire de plus, un expert à bout de solution postula ce qui allait devenir le fameux principe de précaution qui, en quelques mois, devenait une panacée. Je me souviens encore aujourd'hui des commentaires d'Amilcar lisant le résumé des débats à la Chambre sur le projet de loi visant à l'adoption de ce nouveau principe. Le matin même, une vieille dame avait été tuée sur un passage pour piétons par un distrait conduisant une Fiat. Au nom du principe de précaution, Amilcar avait demandé aux législateurs par courrier recommandé la fermeture immédiate de tous les passages cloutés traversant une route. Qu'une étude soit diligentée pour trouver des solutions de franchissement aérien ou souterrain sécurisé, type péripatétiduc. Il avait inventé le nom au passage, comme on parle ici des crapauducs ou des oursiducs. L'envoi à la casse de toutes les Fiat et l'interdiction de la conduite en état de distraction. Ces propositions ont certainement rejoint illico le bêtisier du bureau du courrier de l'Assemblée sans déclencher le moindre réexamen de l'exposé des motifs qui avait conduit à cette proposition de loi. Rien de grave, car Amilcar était déjà passé à autre chose. Concernant le principe de précaution, Ombel avait fait chorus. Rien pour elle ne pouvait justifier l'abattage systématique des platanes, et donc justifier l'élimination radicale d'une donnée du problème en guise de solution. Bien sûr que certains jours je les ai vus, pour démêler une situation devenue inextricable, passer hors la loi, comme l'on fait pour éviter de marcher dans une flaque, ou dans autre chose. Que celui qui n'a jamais pratiqué leur jette la première pierre. Cette faculté et la prise de risque associée m'ont toujours considérablement intéressé. En matière d'intelligence artificielle, les circuits de désobéissance sont passionnants à imaginer. Pour éviter de voir le professeur Archibald se laisser emporter par sa passion, l'auteur l'interrompt brièvement. Avec une imagination aussi débridée, les projets devaient s'enchaîner. Archibald du tac au tac. Disons que l'isolement les avait poussés à trouver des solutions le plus souvent tirées de l'observation du monde environnant. Ils ont plus rarement créé. Bien sûr, dans la station Barca, les mots « créer » et « créateur » sont souvent revenus. Ces mots faisaient simplement partie de l'exagération naturelle propre aux contrées méridionales. En revanche, en matière d'inventivité, ayant souvent servi de cobaye aux expériences croisées des deux énergumènes, j'en garde de nombreux souvenirs, le plus souvent drôles. À deux, ils se sont ligués pour combattre l'ennui et ont obtenu quelques éclatantes victoires. Leurs traits de génie restèrent le plus souvent ignorés, en raison de l'éloignement d'institutions ad hoc capables de les évaluer, de les enregistrer et de les développer. Je le regrette. C'est comme ça que juste derrière nous, Ombel sélectionna des roses à épines rétractables, en faisant polliniser certains rosiers par des mimosas pudiques. Vous savez, les sensitives,
dont les feuilles se rétractent lorsqu'on les touche. Elle obtint aussi des fleurs luisantes, en donnant à manger des lucioles à des plantes carnivores. Cette manifestation de bioluminescence prend forme lors d'une forte concentration dans les cellules de luciférine et de luciférase. Ça ne s'invente pas. Le mélange de la protéine avec l'enzyme produit une lumière verdâtre. Cette réaction biochimique est très particulière car elle produit seulement 5% de chaleur et 95% de lumière. Qui dit mieux? Ombel réduisit aussi l'effet lacrymogène de l'oignon en sélectionnant une espèce qui, à l'arrachage, perdait d'un même coup les 3 couches de peau qui font pleurer tous les cuisiniers. Dans un pays où l'eau est un trésor en été, elle sélectionna une espèce dont les racines de chaque plante pouvaient se raccorder entre elles et constituer ainsi un réseau souterrain sur lequel pouvaient se fixer pour s'hydrater les cultures avides d'eau comme les salades, les pastèques, les tomates, etc. Cette espèce qu'elle nomma racine trésor, Radix thesaurus dans sa propre classification, pouvait puiser l'eau dans les mares, les fossés, les ruisseaux et la transmettre de racine en racine à toutes ses voisines. Sans bruit, un réseau capillaire souterrain échappant à l'évaporation directe se développait, régulé par la seule loi naturelle de l'offre et de la demande. Arroser devenait, si l'on prenait soin de ne pas rompre cette chaîne, une dépense inutile. Elle dessina et fit fabriquer à Amilcar des outils destinés à mettre le sol à sa hauteur, car le plus pénible dans le jardinage est qu'au fil des ans, la terre paraît toujours plus basse. La mélancolie étant beaucoup plus rare que le mal de rein, toute recette pour réduire les effets de ce dernier se répandait dans le voisinage comme une traînée de poudre. C'est ainsi qu'Amilcar avait fait courir un jour le bruit qu'en ajoutant quelques cachets bleus, bien connus des quinquagénaires à cette époque, lors du dernier arrosage avant la récolte des haricots ou des petits pois, on provoquait leur érection, transformant leur pénible cueillette en une promenade de santé, à défaut d'une partie de plaisir. Cette petite mystification fit, sous le sceau du secret, le tour des jardins en quelques heures, au point que le pharmacien le plus proche, surpris de voir fondre brutalement son stock sans raison apparente, griffonna après enquête un avis qu'il afficha près de sa caisse. 1 comprimé bleu par arrosoir suffit, ne pas dépasser la dose prescrite. De rebire chioulette à escan crabe, on en plaisante encore aujourd'hui, en parlant avec une pointe de mélancolie de la cueillette des haricots bleus. L'imagination restant sans limite et non taxée, Ombel et Amilcar avaient eu un grand nombre de succès. Quelques échecs restèrent mémorables. La tentative d'Ombel de planter l'ail sur 3 rangs sinusoïdaux enchevêtrés, permettant de récolter cet ail directement en tresse, fut l'un d'entre eux. Il avait fallu toute la longueur du village pour calmer le fou rire d'Amilcar. À cette école, l'ennui n'était pas au programme. D'autant que pendant ce temps, dans le garage, Amilcar, qui savait ne pas devoir attendre de ses clients de stimulation intellectuelle particulièrement violente, avait pris dès l'ouverture de son établissement le soin de ne jamais brider son génie. Le résultat conduisait parfois à la réalisation d'un prototype parfait. Le plus souvent, à une catastrophe évitée de justesse. Dans tous les cas, cela donnait lieu à un récit tragicomique dont l'autodérision était la composante de base. Comment pourrais-je oublier les grands moments d'exaltation autour du véhicule à liquide unique? À l'égal du sang dans nos veines, il devrait être capable d'alimenter, de lubrifier, de refroidir et de réparer. Le résultat reste encore aujourd'hui à confirmer. Mais on avance. Ainsi le réel était vécu par Amilcar parfois comme une contrainte, jamais comme une limite. En me transmettant cette attitude simple, il m'a donné une énorme avance que j'apprécie encore aujourd'hui. Parfois, nous avons frôlé le drame. J'évoquerai sans trop m'y attarder les mélanges complexes utilisés pour stimuler les performances de mécanique souvent à bout de souffle. Il s'agissait de mixtures plus ou moins savamment dosées d'alcool, d'essence, de sel et d'autres produits plus ou moins explosifs. Le dernier essai en date projeta tous les Velux du toit dans la mare et Amilcar chez l'ORL. Ayant perdu momentanément l'usage d'une oreille, ce qui pour lui était gravissime,
il orienta résolument ses recherches dans une autre direction. Il faut dire aussi que les critères de choix des usagers demeuraient essentiellement la capacité d'emport, la robustesse et la longévité. Quand ces engins arrivaient à la station Barca, ils étaient exténués et brinque-ballants, porteurs de tous les symptômes d'une fatigue générale. Le propriétaire, souvent peu au fait des choses mécaniques, étant récemment passé du bourricot à la fourgonnette, avait exigé le même service que celui fourni par Cadichon, tout en lui accordant encore moins d'attention, le bâton étant devenu totalement inopérant. Le résultat était là. Ces véhicules, enchaînant service et corvée, avaient passé avant l'heure les tests les plus exigeants en matière de conditions d'utilisation, longévité, rusticité, et finissaient tous empoulaillés sous la grange, posés sur 4 cales. Dans ce contexte, considéré à l'égal du rebouteux ou du sourcier, Hamilcar avait fait redémarrer des chignoles dans des états si avancés qu'il aurait été aujourd'hui passible d'une radiation de l'ordre des mécaniciens, s'il avait existé, pour acharnement. Il n'en avait cure, et vivait une époque de mutation où les lois et les règlements étaient toujours en retard d'une réforme ou d'un amendement. La société avançait gaillardement dans un esprit de conquête de l'espace, de tout l'espace. Je vois encore le père Labattu, au volant de sa traction avant, une 11, si vous voyez l'engin, arrivant, tiré par le cheval de la ferme, guidé par son fils Armand. Elle avait mal digéré un mélange frelaté et s'était arrêtée après une explosion anormale et un hoquet de fin de vie. Le brave homme avait la veille décidé de noyer une mélancolie spontanée, quoique répétitive, au café du village. N'ayant plus assez d'essence pour rentrer, il avait fait boire à sa traction altérée, n'ayant que ce liquide sous la main, quelques litres de blanche de derrière les fagots. La blanche, vous savez, c'est une eau de vie d'Armagnac, faite à partir d'un cépage nommé folle blanche, qui titre souvent près de 70 degrés. Le véhicule, pourtant habitué au mélange approximatif, avait mal digéré ce dernier. Hamilcar, qui connaissait aussi bien les défauts des engins que ceux de leurs conducteurs, fit immédiatement subir à ce moteur, qui manifestement en avait avalé de toutes les couleurs, une désintoxication complète. Le lendemain, le père Labattu, ayant oublié la traction animale et la cuite de la veille, récupérait sans remords sa soif de la vie et sa traction avant. Une seule chose avait changé et la rendait maintenant reconnaissable entre toutes, son bruit. Elle sifflait. Les gens du village, dont l'oreille est aussi fine que la langue acérée, ne mirent pas longtemps à conclure que, malgré les réparations, l'abattu sifflait toujours plus que sa voiture et rendait toujours moins de service. Profitant du rire d'Archibald, l'auteur intervient. Dans ce contexte, avait-il des amis ? Le temps d'une courte réflexion, Archibald reprend. Il n'avait pas de l'amitié la conception contemporaine. Ombel se retenait d'être l'ami de tous, quand Hamilcar, parfois misanthrope, s'empêchait d'être celui de personne. Liés par une pratique assidue de la lecture, ils aimaient éprouver avec d'autres des émotions partagées qu'ils ruminaient plus tard, au cœur de l'hiver, quand plus personne ne passait. Leurs multiples centres d'intérêt avaient, au cours des ans, tressé un réseau d'amis de tous horizons, qui, lorsqu'ils s'arrêtaient à Trauqueseg, abandonnaient en arrivant la pompe, les protocoles obséquieux, les postures. Ici, les domestiques de cour, les politiciens véreux, les pressés, les visqueux n'entraient pas. Des salaisons locales, des légumes de saison, des vins de coteaux et un dessert d'ombelle réconciliant si nécessaire les positions les plus opposées. Les mésaventures que je vais vous faire vivre dans un instant, comme tant d'autres, avaient progressivement transformé la station Barca en une sorte d'oasis où se retrouvaient en riant quelques-uns des derniers explorateurs modernes. Là, les temps forts de l'année n'étaient pas la rentrée littéraire, ni même le salon de l'agriculture. On prenait pour prétexte les jonquilles, les escargots, les cerises,
les vendanges et la chasse, les champignons ou les châtaignes. Cueilleurs, chasseurs dans l'âme, Amilcar et Ombel s'étaient ainsi entourés au fil des ans de ceux qui avaient entretenu les mêmes dispositions d'esprit. En rentrant un week-end à l'improviste, je trouvais Jules, braconnier aux allures de garde champêtre, offrant au célèbre juge Constant, qui rentrait bredouille un soir d'ouverture, le lièvre qui confirmerait à son épouse et ses amis sa réputation totalement usurpée de fine gâchette. Ce même Jules et le juge Constant étaient ce dimanche-là en compagnie d'Alfred, qui la veille avait déchargé son fumier devant les grilles de la préfecture, accompagné du docteur Jean, fervent défenseur de la planète, à qui il louait son gîte. Tous avaient en commun Amilcar, qui les avait réunis. Autour de quelques bouteilles de noix, l'ambiance était chaleureuse. Le noix, c'est un cépage qui fut interdit en 1934. Il était accusé de produire trop de méthanol et, à ce titre, de rendre fou ou aveugle. Parfois les deux. Il a un goût foxé, c'est-à-dire qui sent la pisse de renard, considéré comme très original. Distillé, il donne par miracle une eau de vie parfumée rappelant la framboise et la rose. Donc ce soir-là, le brouhaha était devenu si épais qu'il me fallut quelques minutes pour comprendre que mon père venait de tester sur ses amis sa nouvelle trouvaille, le velcro silencieux. Tous avaient déjà expérimenté à des degrés divers la déconfiture du chasseur qui effraie le lièvre en tirant par mégarde sur le velcro de l'une des multiples poches de sa veste camouflée, l'embarras du juge se préparant à subir une longue plaidoirie qui attire sur lui tous les regards en desserrant d'un geste vif l'étreinte du gilet qui l'oppresse, ou l'agacement du professeur épuisé d'entendre à chaque début ou fin de cours ces rafales de déchirements interminables qui marquent l'ouverture et la fermeture d'innombrables cartables, sacs et trousses. Tous pensent la même chose. Amilcar a raison, il faut mettre un terme à la nuisance du scratch. Déclarer la guerre au son du velcro, nouvelle guerre des boutons, et éliminer ce prétendu progrès devenu une atteinte auditive des temps modernes, une insulte à l'élégance et un encouragement au laisser-aller. Le ton était toujours passionné. Et l'amitié, parfois gaillarde, proposait 1000 nouvelles applications pour l'invention d'Amilcar, inventeur inspiré du velcro silencieux. Je n'en ai retenu qu'une, un peu contre-intuitive, qui déchaîna les passions, d'autant qu'elle était venue du juge. Ce dernier avait proposé dans un murmure d'en doter les soutiens-gorge pour évincer le minuscule et inaccessible ensemble crochet-bride avec lesquels il avait manifestement depuis toujours entretenu un commerce difficile et dont il n'attribuait la longévité qu'à sa seule discrétion. Un velcro silencieux ferait là merveille. L'amitié libérait ici des énergies nouvelles, conduisant ce jour-là Jules, le braconnier, à demander à Amilcar de trouver le moyen de supprimer le bruit insupportable de la biscotte broyée pour celui qui n'en mange pas. En clair, d'insonoriser les biscottes, sans toucher à leur indispensable croquant. L'objectif était là de réduire les pulsions assassines et les meurtres conjugaux en cuisine, réserve par excellence d'armes blanches, totalement libres d'accès et non réglementées. Tout ceci vous semble loufoque. Peut-être. Chaque jour m'apportait ainsi la preuve qu'Amilcar et Ombel exploraient leur monde, comme je vous l'ai dit, sans jamais accepter de limites qui n'aient été éprouvées. M'étant frotté à la démarche scientifique pendant des années, je dois dire que je n'ai eu aucun mal à l'adopter tant il m'y avait préparé. Bien sûr, certains jours, il passait chez les plus généreux pour loufoques, et chez les moins conciliants pour de dangereux illuminés, voire des fous ou des tocards. C'était ainsi. Amilcar, admirateur de Vulcain, aimait de son côté travailler le fer. Chauffant, martelant, formant, il pétrissait le métal, non pas pour en faire de déprimantes sculptures de square, rapidement revêtues de concrétions aviaires, mais pour lui trouver de nouvelles utilisations. Ainsi naquirent, brillèrent et disparurent
les paniers sur pieds rétractables, le récupérateur de rosée, la tondeuse 3 axes pour tailler les pelouses en bas-relief, etc. L'obscurité s'était maintenant faite sous le tilleul de Trauqueseg. Le professeur Archibald Barca, après avoir invité l'auteur à partager un simple et savoureux dîner, va raconter le week-end passé ici en 1984, au cours duquel Amilcar lui offrira la C6 avec laquelle ils sont arrivés. C'est à suivre dans l'épisode 3. Pour retrouver les autres épisodes d'Amilcar de Trauqueseg, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous les avez aimés, partagez-les autour de vous.